Donc, on commence. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur YouTube pour assister à la première table ronde qu'on fait des Futsal Coach en quarantaine. Je tiens d'abord à remercier nos invités d'aujourd'hui. En première, d'abord à Rafa Romero. C'est Rafa, il m'a aidé énormément. Donc, si vous ne les réécoutez pas en tant que coach, vous pouvez les réécouter en tant que directeur sportif parce qu'il a réussi à faire des 100 très bons recrues pour cette table ronde. Et aussi, je veux remercier d'abord M. Pijaki, sélectionneur de l'équipe de France absolue pendant, c'est pas 12 ans, c'était un peu plus. 18 ans. Je n'avais pas la date exacte, mais c'est quand même énorme. Cédric Pellissier, arbitre FIFA, et pour moi, sinon le meilleur, un des meilleurs arbitres en France. Après, c'est une mission personnelle, mais j'ai eu, j'ai eu la chance de l'avoir seulement dans un match, et même si j'ai perdu, j'étais satisfait, et ça n'arrive pas très souvent. Donc, c'est plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Monsieur Raphaël Reynaud, directeur de pôle d'espoir de France à Lyon, futsal, et coach entraîneur sélectionneur de l'équipe U19 de France. Et deux joueurs de haut niveau comme Abdesama Mohamed et Kenny Ramirez, internationaux français avec beaucoup de caps en équipe de France et connus partout dans la géographie futsal française. Donc, je vous laisse saluer un peu. Prenez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Dans l'ordre, c'était Cédric. Hein. C'était Cédric. Bonjour tout le monde. Autour de table. Bonjour à tous. Bonjour à tous et en avant pour une belle après-midi. Kevin. Salut à tous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bon, on voit que ça va être compliqué de les faire parler. Je voulais remercier à tous les 5 et à toi aussi pour l'initiative que tu as eue. Et comme on a dit hier, on a fait un petit essai sur les logiciels. Je voulais les remercier parce qu'ils étaient tous prêts et dispo les premiers moments que les a contactés pour faire. Je pense que ça va être intéressant pour tous les passionnés des futsal français. D'accord. Donc, pour ne pas perdre beaucoup plus de temps, on commence déjà avec la première question. D'accord? C'est une question pour tous, donc on les répondra dans l'ordre. Et c'est bon. La première question, c'est normal pour les situations qu'on est à niveau mondial. C'est comment vous avez vécu ces confinements et comment ça a pu affecter vos projets, comment ça a pu affecter vos projets sportifs plutôt. Donc, Pierre, tu commences. C'était l'occasion pour moi surtout de garder le contact avec les référents régionaux, puisque on est organisé comme ça en France avec des spécialistes parmi les conseillers techniques, et donc avec qui je souhaitais garder un contact hebdomadaire. On a sorti une newsletter pour rester tout le temps en contact, et pareil avec mes joueurs, on a essayé de leur donner un programme d'entraînement toutes les semaines et de faire un suivi aussi de la pesée, des cours sur l'alimentation. On a essayé de garder le contact pour que les athlètes de haut niveau, tels qu'ils sont, gardent au maximum la forme, même s'il n'y a plus d'objectifs cette année. Hein. Ce n'était pas facile. Hein. Eric? Eh bien, pour ma part, moi, j'ai continué à travailler parce qu'on n'est pas aujourd'hui professionnel au niveau de l'arbitrage, mais on a continué dans un premier temps à s'entraîner avec des plans envoyés par notre préparateur physique, Franck Doudet, qui nous suit tout au long de l'année. Et nous avions également des clips tous les jours qui nous ont été envoyés par Romuald Bourgois, donc, qui travaille aujourd'hui à la fédération et
qui est au pôle futsal. Donc, on était en attente d'une éventuelle reprise. Donc, on a continué à s'entraîner. Mais de ma part et puis la part de mes collègues, on a continué également à travailler, mais depuis la maison, pour certains et d'autres sur le terrain. Raphaël? Ouais, mais pour ma part, ça a été deux grandes étapes. La première, d'abord une immense frustration de pas pouvoir aller au bout de la saison et au bout d'un cycle de 2 ans avec les joueurs du pôle qui nous avaient rejoints, la première génération qui nous avait rejoint il y a maintenant deux saisons avec lesquelles on devait finir avec le championnat du monde du sport scolaire notamment, qui devait être organisé sur Lyon. C'était une échéance qui devait nous permettre de boucler la boucle. Donc, énorme frustration. Et puis, dans un deuxième temps, la deuxième étape, c'est tout de suite on se reprend. Et puis, comme à l'image de ce qu'a pu faire Pierre avec l'équipe de France A, un programme quotidien. Les joueurs du pôle et les joueurs de l'équipe de France U19. Voilà, après, préparation du concours d'entrée du pôle, je crois qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà, et donc énormément de pain sur la planche et de travail avec une immense difficulté d'être à distance et de faire les choses à distance parce que c'est tout de suite plus de temps, plus d'éléments qui nous échappent. Voilà, donc, mais bon, remotivé et gonflé pour finir la saison. La saison, elle se finit le 19 juin. Et j'insiste, il y a sûrement des joueurs qui regardent là. On finit le 19 juin. Voilà, on a encore au travail. Et cette Coupe du Monde, il a été remporté pour l'année prochaine ou vous n'avez pas encore des nouvelles? Les échos qu'on a pour l'instant, c'est que pour le moment, il n'y a rien de vraiment officiel, à moins que Pierre ait quelque chose d'officiel, mais c'était plutôt décembre 2020 pour l'instant. Donc, l'idée de reporter plus que d'être annulé. Ça marche. Pour toi, Abdesamad, comment est-ce que ça a changé un peu cette situation? Bah ouais, pareil, ça c'est c'est un petit peu difficile là, pour nous tous de pas pouvoir continuer à jouer et surtout pas finir la saison. Donc bon, j'en ai profité moi pour profiter de ma famille. Je les ai pas beaucoup vus cette année, notamment les petites filles. Donc ça fait plaisir. Et après, du coup, je m'entretiens à travers des exercices qui nous sont envoyés par le coach, mais aussi j'ai un programme personnel que je suis. Et pour finir, je m'avance sur mon dossier du futsal performance et du BMF. Donc voilà, au moins j'en ai profité pour le boucler quasiment et faire quelque chose d'un peu mieux, je pense, que si on n'avait pas été confiné. Kevin? Ok, c'est vraiment là. Pareil. Kevin, on t'entend très très mal, vraiment. Je ne sais pas si c'est en question de ta connexion. Sinon, c'est si tu peux trouver une place avec un peu mieux de réseau, parce que moi je ne sais pas si pour les restes c'est pareil, mais moi j'ai des entrains. Pourtant, il n'est pas à Clermont, il est bien à Paris. Ah, je suis à Paris, moi. Ah ouais, tu m'entends là? Vous m'entendez bien là? Maintenant, on t'entend mieux, oui. Ah, ok. Non, je sais pas. Je suis à Paris pourtant, hein, y a du réseau. Non, moi, écoutez, moi, je quand même ça mal, hein, je vais continuer sur ma formation, pour avancer. Je suis d'autres formations en parallèle aussi, de management, de marketing digital. Voilà, à 32 ans, j'ai commencé à me former un peu et puis je m'entraîne 2-3 heures par jour. Je suis le programme qu'on nous a envoyé et je pense un peu à la suite. Bon, en tout cas, c'est venu au bon moment, moi, cet arrêt. Et ça m'a permis d'avancer sur pas mal de choses. Très bien. On va avec une première question pour Pierre. Qu'est-ce qu'il faut à l'équipe de France pour être une équipe plus consolidée dans les tournois internationaux, dans les Euros, dans les Coupes du Monde, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque à cette équipe? Plus grand-chose maintenant, hein. Plus grand-chose, parce que chaque année, on a progressé.
Ce qui nous manque un peu, peut-être, c'est un championnat professionnel en France pour que les joueurs soient, on va dire, tous les week-ends confrontés à des matchs, on va dire, de haut niveau et qui puissent s'adonner, on va dire, complètement au futsal pendant toute la semaine. Moi, j'ai vécu depuis le début donc la progression de cette équipe. On peut un peu la comparer à une fusée à plusieurs étages. Au début, on jouait avec des joueurs de football au futsal, donc c'était très compliqué. Dans une deuxième phase, nous avons joué avec des joueurs qui faisaient les deux. Ils faisaient du futsal et du foot. Et maintenant, nous avons passé un gros palier parce que les joueurs ne font plus que du futsal. L'étape suivante serait qu'ils puissent être professionnels tous dans de bonnes conditions. Je pense qu'à ce moment-là, avec l'arrivée aussi des joueurs du pôle, on pourra à ce moment-là vraiment rivaliser avec les meilleurs, mais on le fait déjà en 4-4 à l'époque contre l'Espagne ou en Argentine, être tout proche des Portugais. Il n'y a pas vraiment mieux, mis à part encore les Brésiliens, et on progresse quand même. Je dirais qu'il manque un petit point de compétitivité dans les moments durs de match, peut-être. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je me souviens bien de la dernière Euro qu'on a, on a bien souffert contre, moi en tant qu'Espagnol, j'ai bien souffert contre la France. Et c'était juste des petits détails à la fin qui sont faits que les matchs à la fin soient nuls. Et pas... Tout à fait, tout à fait. Avec un bon but de M. Abdesamad Mohamed, plein lucarne contre Paco Serrano, c'était pas facile ça. Et c'est un beau souvenir, ça. Ouais, ça m'étonne Il y en pas. aura d'autres. Ouais, j'espère. Mais... ça ne sera pas contre Paco Serrano, ça c'est sûr. Ouais. Il est plus. Ok, Cédric, c'est quoi la différence entre arbitrer des matchs internationaux et des matchs des 1, des 2 en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Il y a beaucoup de différences ou c'est la même? Alors, comme l'a précisé Pierre, on a vu quand même une évolution au niveau de l'équipe de France et même du championnat français. Aujourd'hui, mes collègues européens, arbitres européens, me le disent régulièrement qu'on a aujourd'hui une équipe compétitive et même se régale sur des matchs internationaux sur les années passées avec le Kremlin-Bicêtre ou Toulon ou le Sporting Paris les années d'avant. Et se régaleront, j'espère, la saison prochaine avec une grosse équipe peut-être qualifiée pour Access. Donc, la différence, déjà, c'est le langage. Donc, on ne parle qu'anglais tout au long de nos rassemblements. Après, de plus en plus, on travaille sur des vidéos. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, on a des vidéos aujourd'hui avec la fédération régulièrement sur notre championnat de France. Donc, on analyse nos matchs, mais on a également des liens avec l'UEFA qui nous envoie aussi des clips pour qu'on soit homogène sur nos décisions, que l'on soit arbitre français, anglais, turc ou tchèque. Donc, c'est surtout d'être homogène. Après, peut-être l'ambiance aussi, comme l'équipe de France a pu le vivre en Serbie quand on arbitre un match avec 3000, 4000 personnes, comme j'ai eu la chance de le faire au Sporting au Portugal. C'est un petit peu différent d'un match français où on a une cinquantaine de personnes dans le public. Donc, ça y joue aussi. Donc, alors, j'arrive vers la fin de ma carrière, donc c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de matchs et en championnat de France et à l'étranger, mais je trouve que le championnat de France a beaucoup progressé et aujourd'hui, c'est voilà, des bons derbies parisiens. Comme étant parisien, je peux arbitrer tous les ans. C'est vrai que on arrive à des niveaux de matchs européens. Raphaël, tu peux nous faire un petit point sans trop approfondir, sur un petit analyse sur les points positifs et négatifs que tu as trouvés dans cette expérience de 12 ans pour le moment du pôle d'espoir? Quels points tu trouves les plus positifs, les plus négatifs? Alors, le point comme ça, le plus positif, je suis dedans, c'est que, si vous voulez,
lors de la première sélection qu'on a faite, on ne va pas dire que c'est passé incognito, mais c'est passé presque inaperçu, hein, la diffusion de la liste des joueurs qu'on allait pouvoir conserver et puis intégrer au pôle. Cette année, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a sorti une liste et c'est vrai que le confinement n'aide pas à être très, très. Enfin, on prend le maximum d'informations pour être le plus juste possible. Mais je peux vous dire que le téléphone, il n'arrête pas de sonner parce que le monde du futsal dans son ensemble aimerait, enfin, en tout cas les jeunes et le monde du futsal aimeraient avoir des jeunes présents au Pôle France. Donc ça veut bien dire, évidemment, ça crée de la frustration, mais ça crée surtout une demande et une envie. Donc ça veut dire que bon, on a suscité quelque chose de l'intérêt, voilà, et les gens se rendent bien compte que c'est un élément essentiel pour le développement de l'activité. Donc ça, c'est le point le plus positif. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, que ça soit en France ou en Europe, puisqu'on a aussi des gens qui viennent nous voir, des gens qui s'intéressent, on suscite beaucoup d'intérêt de la part d'Europe du futsal et ça, c'est très, très intéressant. Négatif, tu trouvais quelque chose? On n'a pas trouvé un point négatif. Je n'ai pas compris peut-être. Il y a des points négatifs à ressortir de cette expérience. Le point négatif? Ouais, c'est ce qu'il y a. L'aspect négatif, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Hein. Ah ouais. C'est évidemment, malgré tout, on fait des déçus. Donc voilà. Et je pense qu'on ne peut pas répondre aussi à la quantité de bons joueurs qu'on a et de potentiels bons joueurs qu'on a aujourd'hui en France. Et Pierre le sait, c'est dans le prochain plan de développement et je pense qu'il y aura la place pour développer aussi ce genre de structure à l'avenir. D'accord. Merci. Et Abdesamad, il va arriver à Access, Velasco, Ricardinho, Humberto, Bruno Coelho, on dit que c'est fait aussi, Landry Ngala. On n'a pas encore la confirmation de qui va participer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais avec cette équipe, plus tous les éléments que vous savez déjà, je pense que le Final Four de la Ligue des Champions, ça serait accessible. Alors, oui, effectivement, déjà travailler avec Velasco et tous les joueurs que tu as cités, naturellement, on va essayer de prétendre à une place au Final Four. Après, on sait que c'est très, très difficile, on a pu voir cette année, l'Inter Movistar n'a pas survolé le championnat. Donc, malgré la quantité de bons joueurs qu'il y aura, je pense qu'il va falloir travailler très dur pour y arriver. Mais en tout cas, ouais, on est très ambitieux et on sait que ça va passer par le travail. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. En tout cas. Et pour Bruno Coelho, je n'étais pas au courant, Alberto, tu me l'apprends là. Ah ouais? Ouais, peut-être tu es le seul. Bravo. Et un peu dans le même sens, Kevin, tu viens de partir d'Access. On ne va pas te demander où est-ce que tu vas jouer l'année prochaine, t'inquiète. Mais est-ce que l'arrivée de tous ces joueurs et un coach top niveau comme Velasco, est-ce que ça t'a pas fait douter un peu de ton choix ou... Si, moi déjà la saison dernière, je devais partir. J'ai décidé de continuer une saison. Ensuite, le Velasco, j'étais en contact avec lui. Au mois de janvier, déjà, il me demandait de rester. Mais au mois de janvier, au mois de février, j'ai décidé, j'ai dit au club que je ne continuerais plus. Abdesamad le savait aussi puisqu'il était en formation avec moi. Non, j'aurais bien aimé travailler avec lui, mais après, c'est comme ça. Il faut prendre des décisions. Il faut voilà, chacun de son côté. Mais en tout cas, je pense que Velasco, ça va vraiment leur apporter, surtout les joueurs français, de travailler avec lui au niveau de la technique individuelle, surtout parce que lui, il travaille surtout à ce niveau-là. Il n'est pas non plus tactique générale, mais c'est surtout la technique individuelle. Et à ce niveau-là, les Français, la position du corps, tout ça, je pense que ça va beaucoup leur apporter. Et je leur souhaite en tout cas de progresser et d'atteindre les objectifs, surtout à mes coéquipiers, parce qu'ils le méritent.
D'accord. Alberto, je vais te couper. Ici, normalement, Alberto, je vais faire les policiers bons et Alberto, les policiers moins bons parce qu'il n'y a pas de policiers méchants ici. Et on aimerait savoir un petit peu, les connaître et les protagonistes en tant que personne. On ne les connaît pas. On connaît Pierre Jacqui, on connaît Raphaël, on connaît les rôles sur les futsal français. Mais j'aimerais bien savoir comment vous avez connu la discipline. Ça fait longtemps. J'imagine que pour les entraîneurs, avant, vous étiez entraîneur de foot. L'arbitre, j'imagine qu'il était le pire joueur de son équipe. Il est devenu arbitre. Non, je rigole. Mais en 30 secondes, si vous ne pouvez expliquer comment vous avez connu ou comment vous avez découvert la discipline. Et j'imagine qu'après, vous savez rester passionné à la discipline parce que vous êtes encore là. Vous savez arriver à l'élite. Mais ça sera sympa à savoir la façon de laquelle vous avez commencé. 30 secondes pour chacun, 35. Vous commencez. Alberto, je te laisse diriger. Et comme ça, c'est plus facile à répondre. Merci. On garde les mêmes ordres de tout à l'heure. Si Pierre, il veut commencer. Allez, je vais commencer alors. Moi, je suis de formation professeur d'éducation physique, donc quelque part, les sports de salle, on connaît, mais à l'époque, quand je jouais encore, c'était du football en salle. Le futsal n'existait pas en France. Moi, je l'ai découvert en 1997, lors de la première sélection de l'équipe nationale, où l'entraîneur national était Jacques Devim, qui avait été désigné pour coacher ce jour-là, et il m'a choisi comme adjoint. Et après, l'entraîneur suivant, je suis resté adjoint, et quand James Doyen, donc cet entraîneur suivant, s'est arrêté, j'ai pris la suite maintenant depuis une quinzaine d'années. Et donc, je viens du foot, et puis je progresse avec mes joueurs, avec toutes les informations et les enseignements qu'on a pu apprendre des différentes grandes compétitions et de tous nos matchs et toutes nos vidéos qu'on a pu accumuler. Merci. Cédric? Pour ma part, Rafa a bien cerné le personnage. Je n'étais peut-être pas forcément le plus mauvais de mon équipe, mais comme je ne vais pas dire 100% des arbitres, parce que ça serait probablement faux, mais on a tous commencé joueurs, et puis vers les 18 ans, j'ai commencé à arbitrer les jeunes, et puis j'ai pris goût, et je me suis dit que c'est peut-être la filière où je pourrais plus évoluer qu'en tant que joueur. Donc, j'ai démarré arbitre de foot. Je suis arrivé sur la région parisienne il y a une vingtaine d'années, et on m'a appelé, alors que je n'arbitrais que le foot en herbe, on m'a appelé pour arbitrer un tournoi de futsal organisé par Issy-les-Moulineaux, Jean-Pierre Sabani, à l'époque. Et puis, sur Paris, on pouvait arbitrer la semaine et arbitrer le week-end en foot en herbe. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'arbitrage du futsal. Et j'ai fait un choix assez facile parce que, d'une part, je suis passé au niveau de la fédération en 2005. Donc, les premières années à Clairefontaine où on passait les concours en arbitrant l'entraînement de l'équipe de France. Donc, à l'époque, avec Pierre Jacqui, c'était assez drôle. Et puis, toute l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Puis, c'est devenu une drogue. Donc, oui, le futsal, on aurait du mal à s'en passer aujourd'hui. Raphaël? N'oublie pas Clermont, Raphaël. Comment? N'oublie pas Clermont. Hein. T'inquiète. On a dit qu'on dirait au moins le mot Clermont 3 fois dans notre intervention. Là, c'est bon. Tu vois, on n'est pas loin. Non, écoute, moi, tout simplement, déjà, joueur, puis entraîneur de foot, au niveau national jeune et puis au niveau senior, mais très rapidement, et assez jeune. Parce que moi, je suis avant tout un passionné, puis j'aime apprendre et j'aime m'entraîner. Voilà, et puis donc j'ai été recruté comme conseiller technique dans mon district, assez jeune aussi, à 28 ans, et on ne pouvait pas continuer d'entraîner. Voilà, donc j'ai créé un club de futsal. Voilà, donc j'ai créé un club et un championnat de futsal dans mon district à l'époque. Voilà. Et donc, dans le cadre du développement de l'activité, Patrick Pion, qui était
l'entraîneur des U21 à l'époque, sélectionneur des U21, m'a sollicité parce que finalement, j'étais sûrement un des seuls cadres techniques à avoir joué au futsal, parce que évidemment, j'étais président, mais je jouais également, à jouer au futsal et puis à pratiquer et à m'intéresser à l'activité. Donc, c'est il y a maintenant 12 ans. Voilà. Et donc, depuis, en curieux du jeu et en passionné du jeu, je me suis totalement retrouvé dans l'activité, dans ce sport magnifique. Et puis, pas mal de voyages et avec différents partenaires et adversaires. Alors, en bref, tu n'arrivais pas à trouver une équipe et tu as créé une équipe pour jouer. Et écoute-moi, c'est exactement ça. Je me suis constitué mon club, mon championnat pour pouvoir jouer. Et après, c'est exactement là, et c'est la réalité. Il y a M. Bertin, qui est un ami toujours, qui est Eric Bertin, donc, qui est ancien président de la commission futsal de Auvergne, qui se trouve à Clermont-Ferrand, loin de chez Kevin. Et donc, qui pourrait témoigner. Et donc, évidemment, on a vécu des beaux moments en créant notre propre outil et notre propre outil de plaisir. Voilà. Parfait. Samad? C'est à mon tour. Donc, pour ma part, j'ai un parcours, je pense, assez classique de tous les joueurs de futsal, en tout cas de ma génération. Donc, on a du football jusqu'à 16 ans. Ensuite, moi, il faut savoir que j'habite dans un département, donc le Val-de-Marne, où le futsal était très démocratisé, et sur la Ligue de Paris aussi. Donc moi, donc mon grand frère a créé un club, et donc on s'est retrouvé à jouer en R1. Donc moi, j'ai intégré l'équipe quand on était toujours en parallèle du foot. Donc cette année et l'année suivante, pardon, je signe donc à Vision Nova, et c'était l'année de la création du futsal. Donc, je crois qu'il me semble que c'était en 2008. Et je suis également sélectionné en équipe de France U21. À l'époque, c'était Patrick Pion et Mohamed Belkacemi. Donc voilà, je prends rapidement goût et puis j'abandonne le foot à 11 très naturellement et très rapidement. Vin. C'est bon. Moi, pareil, un parcours classique du joueur de futsal actuel. Donc, à Clermont Foot, je jouais, j'étais là-bas. Ensuite, j'ai voyagé en Espagne. J'ai fait ma dernière année de football en national. C'était ma deuxième année senior, je crois, en 2007. Et puis là, moi, j'avais commencé le futsal, mais c'était le foot en salle. Le foot en salle à Clermont. Dédicace à Raphaël. Et non, mais le futsal en Espagne, première licence en Espagne, je crois que c'était en 2008. Et ensuite, voilà, j'y ai pris goût. J'ai beaucoup appris. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Ça m'a permis de voyager, de connaître plein de monde. Et voilà, pour rejoindre Cédric, je pense qu'on est tous un peu drogués, là, les 5-7 personnes qui sont présentes. On y a pris goût et voilà, c'est notre drogue et on ne peut plus s'en passer. Bien. Donc, Pierre, comment perçois-tu la présence des nombreux coachs, entraîneurs étrangers en France, soit espagnols, portugais, etc., brésiliens même? Je pense dans l'ensemble quand même encore positivement. Ils nous ont aidé beaucoup au départ, de même que les joueurs étrangers. Quand des joueurs comme Betinho jouaient au Sporting, il a beaucoup appris à mes internationaux. Et au départ, comme on partait de rien, qu'on n'avait pas de formation d'éducateur, on était bien content d'avoir des Marcelo Serpa ou d'autres. D'autres que vous êtes, bien sûr, de nous donner ce coup de main. Entre-temps, on a, je pense, accumulé suffisamment de connaissances pour mettre en place une formation, d'ailleurs reconnue par l'UEFA. Elles ne le sont pas toutes, on est un des rares pays. Et donc, maintenant, au fur et à mesure, dans les derniers championnats de France, on va dire, de 2018, 2019, ont été remportés d'ailleurs par des entraîneurs français, ce qui veut sûrement dire ce que ça veut dire, qu'on est sur la bonne voie. Et, Cédric, comment on prépare un arbitre élite, un arbitre D1, même si ce n'est pas professionnalisé encore la fonction d'arbitre? Comment vous préparez un match D1? Est-ce que vous faites tu as parlé avant de que vous avez des vidéos, etc., pour vous voir après les matchs. Est-ce que vous voyez aussi des matchs des équipes, etc., avant d'arbitrer?
Oui. Alors, on prépare déjà, on a 3 rassemblements avec la fédération par an. Donc, un stage au mois d'août obligatoire où on passe des tests physiques. Donc, celui qui malheureusement échoue ne peut pas arbitrer tant qu'il n'a pas passé son rattrapage. On a un autre rassemblement qui varie selon les années et les compétitions, donc en décembre ou janvier, où on repasse également un test physique éliminatoire, toujours. Et puis, on a un autre rassemblement au mois de mars-avril, un dernier rassemblement pour préparer la phase finale du championnat et des coupes. Donc ça, c'est un premier temps. Après, la préparation de nos matchs, effectivement, on a un retour tous les lundis ou mardis avec notre responsable du pôle futsal, donc Romuald Bourgois, qui analyse les matchs avec nous. Donc, on analyse nos matchs du week-end d'avant sur plusieurs situations où on a pu avoir des doutes ou des prises de décision pour confirmer notre décision. Et puis, avec nos collègues, donc généralement, on se contacte régulièrement, que ce soit l'arbitre du match avec qui on va arbitrer ou les autres collègues. Donc, on a un groupe où on s'envoie régulièrement des messages. Et puis, le match du week-end, on se voit généralement le midi. Déjà, d'une part, pour être sur le lieu de la ville où on arbitre. Et puis, pour préparer un petit peu notre match de l'après-midi. Du coup, ça dépend inconnu encore pour les joueurs, pour les coachs, de la vision de l'arbitre. On pense des fois que vous arrivez, vous faites petit échauffement, vous arbitrez, c'est tout. Il y a des travail derrière. Alors, il y a du travail. Alors, en plus de ça, on n'est pas professionnel aujourd'hui, comme même aussi les joueurs ou staff, mais on se prépare. Donc, on a un suivi régulier où on a aujourd'hui, on est suivi par la DTA et on a donc une montre polar pour tous nos entraînements avec une analyse de ce qu'on a fait et un programme également de préparation donc au mois de juillet-août quand on démarre la saison. Et puis tout au long de la saison, on a la continuité de notre préparation. Et même pendant le confinement, on a très peu arrêté l'entraînement. Donc, c'est soit dans le jardin, soit pour certains chez eux sur home trainer ou autour du pâté de maison, comme nous n'avions pas la possibilité de faire au-delà d'1 kilomètre autour de la maison. J'entraînais presque plus que certains de mes joueurs. Donc, Raphaël, on a vu dans la liste de concours de l'entrée pour les prochaines pôles de France, pour les prochaines années, il y a encore plus de joueurs foot extérieur que de futsal en soi. C'est en question des qualités, en question de que encore les joueurs de foot sont plus forts au futsal de quelque façon. C'est un objectif pour toi en tant que directeur, pour la Fédé, de faire petit à petit monter le nombre de joueurs qui viennent du futsal par rapport à ceux qui viennent de foot. C'est une planification là où c'est seulement voir qui est le plus fort et les garder. Alors, déjà, les statistiques maintenant, on en a notre 3e concours d'entrée. Par rapport à la première année, je pense que cette année, on va être au minimum sur un joueur sur 2 qui est vraiment spécifique futsal. D'accord ? Un joueur sur 2. La première année, de mémoire, je crois qu'on avait 2 joueurs. Voilà, sur les 15 qui sont rentrés, qui étaient uniquement spécifiques futsal. Donc, il y a une vraie évolution. Et c'est la tendance qu'on veut suivre. Et d'ailleurs, cette année, on va dire qu'on va être plus vigilant et peut-être plus enclin à prendre des joueurs spécifiques parce qu'on aura moins l'occasion de les voir. Et donc, du coup, comme on les verra pas en stage, on aura plus de sécurité à prendre des spécifiques. Alors, après, la problématique qu'on a, elle est double. La première, c'est que, évidemment, compte tenu du nombre de licenciés sur chaque année d'âge, finalement, l'année d'âge qui nous intéresse, c'est l'année U15.
en U15 sur l'ensemble du territoire français des spécifiques futsal, on est entre 500 et 1000 joueurs. C'est-à-dire que c'est très, 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 très peu. Voilà. Et donc, pour avoir une vraie masse et une vraie qualité avec ces joueurs-là, c'est très compliqué. Voilà. Donc, du coup, il est évident que d'abord, on n'a pas une grande masse, donc fatalement, une élite qui n'est pas forcément très intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très bons joueurs qui peuvent sortir. Mais évidemment, si vous avez 10 000 joueurs, il y a plus de chances d'avoir des bons que si vous en avez 500. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a peu de compétitions spécifiques, vraiment, sur l'ensemble du territoire. Mis à part à Paris, je parle vraiment de spécifiques, des joueurs qui ne font que du futsal. Le district du Rhône organise aussi. Il y a des districts qui organisent, il y a des ligues qui organisent, mais il y en a finalement des compétitions U15, il y en a peu. Voilà. Donc ça aussi, ça ne favorise pas l'éclosion de joueurs spécifiques d'un bon niveau. Et le dernier point, qui est peut-être l'essentiel, je pense que chacun peut comprendre, quand on est dans cette situation on fait un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que plus que le joueur d'aujourd'hui, quand vous êtes formateur, vous devez voir le joueur de demain. Voilà. Et donc, analyser, voir le potentiel du joueur. C'est-à-dire que certains joueurs sont déjà, quand on a toutes les connaissances tactiques, ou en tout cas développer les compétences tactiques, et que athlétiquement, il reste peu de marge, ça veut dire que le joueur aura peu de marge de progrès. Voilà. Et donc, du coup, il faut qu'on évalue ça. Et par contre, certains joueurs de foot ont un énorme potentiel, mais peu de connaissances spécifiques de l'activité. Mais ça peut devenir, et puis l'objectif, c'est d'en faire des très, très bons joueurs de futsal. Alors après, le dernier point, j'ai été un peu long, je m'excuse, mais le dernier point, c'est que le joueur qui rentre au pôle futsal, il est spécifique futsal. C'est-à-dire qu'à partir de cette saison, et même sur les saisons on a fait une ou deux exceptions, mais il ne jouera qu'au futsal. Voilà. Donc, à partir de U15. D'accord. Donc, un des axes d'amélioration, on pourrait dire que ce serait travailler avec les districts pour construire un championnat, une sorte de championnat, d'évoluer le championnat. De la même façon que Pierre parle de structuration, d'amélioration du championnat de France pour l'élite, notamment vers la professionnalisation, quand on aura, ou en tout cas l'objectif, c'est d'avoir le plus de championnats spécifiques possible, voilà, d'élargir la masse, de développer les écoles de futsal. Voilà, on a aussi des projets où les joueurs font les deux, c'est très intéressant. Voilà. Et continuer de développer des activités de manière à ce qu'on ait un maximum de masse et donc les meilleures élites possibles. C'est une question que j'ai reçue beaucoup cette semaine. C'était est-ce que, avec tous ces recours, vous déjà les marches qu'il y a eu entre Access et les autres équipes cette saison, je vais voir parce qu'il faut que je les renvoie au live. J'espère que ça va pas trop rien parce que normalement ça va être bon. Ça marche normalement, Alberto. Là. Oui, mais il n'est pas en train de... Ouais, de renvoyer ça. Attends, il faut que j'y aille. Pour connecter à YouTube. Ah, c'est quoi, Ok, maintenant, normalement, c'est bon. Ça sera jusqu'à 18h30 finalement. Ok, normalement, c'est bon maintenant. La question, c'était, tu n'as pas peur qu'il y a un manque de concurrence entre Access et les autres équipes et de toute façon, ça peut vous punir, comme ça arrive des fois, on dit que ça arrive avec les PSG pour les autres championnats que vous pourrez jouer éventuellement. Oui, c'est sûr qu'il y a un risque quand on ramène de tels joueurs qu'il y a un fossé qui se crée, mais moi je pense que ça va avoir un effet plutôt bénéfique. Voilà, les clubs vont essayer on voit des clubs comme par exemple Orchi ou Sporting qui préparent, je pense, une bonne équipe. Je pense que ça va élever le championnat vers le haut. Après, c'est sûr, voilà, pour l'image du championnat, faut pas qu'il y ait trop de scores assez larges toutes les semaines parce que ça va pas aider, je pense, au développement. Mais je pense que ça passe par là. Le PSG
le PSG, c'est une locomotive. On voit qu'ils remplissent les stades toutes les semaines. Donc, ça aide aussi à l'économie. Et pour revenir à ta question, sportivement, ouais, je pense qu'au début, je pense que ça va dépendre en fait. Cette année, on avait déjà une très belle équipe. Alors, on a vu qu'on a été accroché. Donc, je pense que ça veut pas forcément dire que tous les matchs vont être faciles. Ouais. Faut pas se méfier non plus. Pour Kevin, toi qui as joué en plus de France, tu as joué en Espagne, en Angleterre, la République tchèque. Je ne sais pas si je me laisse encore quelques pays. Tu peux aller direct. Quel point positif et négatif tu trouves dans les championnats français par rapport aux autres championnats? Qu'est-ce qu'on fait mieux en France? Qu'est-ce qu'on fait pire? Positif, déjà, moi, je pense que c'est la qualité technique des joueurs. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir. Les autres pays travaillent beaucoup sur d'autres aspects, mais vraiment, cette qualité-là, il y a peu de pays qui l'ont. Je compare souvent le joueur français ou le joueur, on va dire, plus parisien au joueur brésilien, parce qu'il y a vraiment une énorme qualité technique. Ensuite, il y a le physique aussi, mais c'est surtout cette qualité technique. Et puis, le point négatif, je rejoins, puis j'en parle souvent ces derniers temps, c'est il y a des clubs qui travaillent très bien et ils ont un grand mérite. Mais c'est plus par rapport à la structuration, l'organisation. On attend un peu trop de la Fédé. J'ai pu voir que dans les autres pays, il n'y avait aucune subvention, il n'y avait aucune aide de la part de la fédération. Et je vois qu'ici, en France, quand même, la fédération propose des choses vraiment cohérentes. Et puis, on a énormément aussi d'aides, de subventions, car les clubs, la plupart, sont des associations. Donc, c'est ça le point négatif, c'est surtout la structuration et l'organisation un peu des clubs qui est parfois un peu Évidemment. voilà, quoi. Alberto, peut-être que je vais te piquer un ou deux questions maintenant, mais je voudrais en profiter qu'on est à tous les acteurs de futsal français, ou pas tous, mais les plus importants réunis pour les demander d'une façon moins cadrée. Et vous faites l'apportation que vous voulez. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, vous le faites. Et qu'est-ce qu'on doit améliorer ou qu'est-ce que vous devez améliorer pour faire grandir les futsal français en termes d'entraîneurs, des joueurs, chacun son rôle, arbitre, des Raphaël et Pierre-Jacques qui font partie de la fédération. Par exemple, je vous explique, nous, Alberto et moi, on vient même Kevin, il vient de futsal français et espagnol. Et parfois, les joueurs en France, ils ne sont pas compris qu'ils sont des acteurs importants pour l'évolution des futsal. Il faut les donner la visibilité au futsal. Peut-être qu'il faut créer, pourquoi pas, une association des joueurs pour se battre pour les droits des joueurs, pour essayer de devenir professionnels, d'avoir des contrats professionnels. Si on n'est pas payé à la fin du mois, il y a un avocat qui va se battre pour nous. Peut-être que les entraîneurs... C'est un sujet un peu tabou, ça, dans le futsal. Donc, si je peux me permettre, on ne va pas rentrer dans les détails. Après, il faut savoir que c'est un sport amateur. Le coach aime bien le rappeler. Malheureusement, nous, les joueurs, comme tu dis, on a une grande responsabilité. Même maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, on essaie d'être de bons ambassadeurs, de promouvoir au mieux. Après, malheureusement, ici, j'en reviens aux structures, à l'organisation des clubs. Mais la responsabilité, c'est aussi des joueurs parce qu'on accepte des conditions parfois un peu limites. On veut une professionnalisation, on demande à être professionnel, mais nous, les joueurs, qu'est-ce que réellement on propose? Je sais que c'est compliqué, c'est un sujet assez tabou en France. Moi, personnellement, je n'ai pas peur d'en parler, mais nous, les joueurs, on accepte, et moi le premier, on accepte des conditions assez précaires. Et je pense que ça, il faut changer. Et en tout cas, je sais que la fédération va proposer dans les années à venir ou très prochainement des choses. Mais c'est vrai que nous, les joueurs, on devrait être plus solidaires, plus responsables et avoir conscience de ce fléau parce que parfois, on se laisse un peu avoir et ce n'est pas facile. Donc, voilà. Oui, je sais que la Fédé, il travaille en train de faire des labels, des structurations des clubs, des compétitions, des championnats. Mais il doit continuer à travailler. Ils ont déjà mis les futsal performance en place.
Mais depuis que je suis arrivé en France, j'attends toujours qu'il faut attendre maman Fédé, papa État. Mais il n'y a personne qui prenne la responsabilité de sa part. Bien si c'est la Fédé, c'est la première qui doit prendre, qui doit continuer à faire le travail qu'il fait. Il doit améliorer encore une fois tout le travail. Il faut voir les manques de futsal. Il faut faire au mieux encore. Mais tout le monde il doit participer. Les entraîneurs pareils. Et les arbitres, peut-être qu'il doit se battre pour devenir professionnel. Je ne sais pas, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire dans les rôles d'entraîneur, dans les rôles des personnels fédératifs, peut-être lancer, je sais que vous pouvez expliquer un petit peu les labels, la structuration. Malheureusement, on n'a pas de dirigeants ici. Pour moi, il faudrait faire un BMF pour devenir dirigeant aussi en France, parce que ça, c'est important. Mais je vous laisse tous exprimer un petit peu qu'est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer, les points faibles et les points forts qu'il faut faire évoluer. Je peux te répondre si tu veux, Rafa. Hein. Oui, en fait, on sait vraiment où on veut aller, puisqu'on essaye de suivre un petit peu ce qu'on a mis en place en France pour les filles en football, et tu vois un petit peu jusqu'où on est arrivé en mettant en place des sports-études, des pôles, etc., des diplômes, des compétitions spécifiques. Ça met un certain temps, mais ça va le faire. Et c'est pareil pour les contrats des joueurs, c'est pareil pour tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a voulu ne pas faire comme certaines autres nations qui, pour aller vite, ont structuré juste le haut du panier, c'est-à-dire il y a une télé qui finance un championnat de première division. Il n'y a aucune obligation faite au club et donc, quelque part, on fait venir un maximum de Brésiliens et les meilleurs d'entre eux, on les naturalise pour l'équipe nationale. Ce n'était pas notre façon de faire. Nous, d'emblée, on voulait fonctionner avec la base et prendre le temps qu'il faudra et utiliser le système de la fédération, notre politique technique nationale, en se basant sur les conseillers techniques, sur les clubs, et on sait où on veut aller. On veut mettre en place des compétitions cohérentes en U15, en U18, aussi chez les filles maintenant, des diplômes qui vont avec, tout un parcours pour les meilleurs joueurs avec des sports-études comme en foot, même si on n'a que 30 sections maintenant et qu'il y en a 800 au football, mais ça va le faire pour après passer par le pôle et après qu'ils aillent garnir les meilleurs clubs. Et ces meilleurs clubs, on va également leur demander de se structurer. On a mis en place des labels pour la structuration des jeunes. On a mis en place des obligations pour les entraîneurs et puis une licence en général pour le club pour les accompagner dans leurs projets. On sait où on veut aller. Ça met juste un certain temps, mais tout est en bonne voie. On a fait ça chez les filles en football et on va le faire en futsal. Je peux vous garantir, on n'a pas arrêté de progresser. Il faut juste un petit peu de patience. Si je peux intervenir, Rafa? Oui, bien sûr. C'est par rapport pour tout le monde. Ouais, non, par rapport à ce que tu disais au niveau du développement et des clubs, du rôle des joueurs et tout, toi, tu étais là en 2014. Donc, tu as vu dans quel état tu nous as entraînés. Donc, tu as vu l'état du futsal en 2014. En 2020, il a beaucoup évolué. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que la majorité des dirigeants des clubs, c'est des bénévoles. Donc, ça n'empêche pas qu'on doit aller vers la professionnalisation. Quand on voit encore le nombre de recours, etc., qui sont faits, ça aussi, je pense que ça n'aide pas forcément à la discipline. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est le travail qui est fait aussi, le travail de fond qui est fait par les clubs. Quand je vois le nombre, moi, je suis sur Paris, donc je suis investi au sein du district du 92, au sein des sélections U15 et U18. Quand on voit le nombre d'académies de futsal, le nombre de joueurs qui sortent toutes les années, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, voilà, moi, je pense, comme on dit à chaque fois avec les plus anciens de l'équipe de France, nous, on fait le travail et dans 10 ans, c'est les autres qui vont en profiter. Mais il y a aussi le fait de transférer les compétences. Donc là, nous, les joueurs, on est joueurs, on se forme en tant qu'entraîneur. Mais quand on va basculer, on va faire le transfert de compétences, je pense que là aussi, le futsal va continuer d'avancer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, les clubs, les futsal, ils ne pourront jamais évoluer. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts. Il faut reconnaître les erreurs qui sont faites.
mais il faut aussi leur donner les mérites. Que si le futsal il est arrivé là, c'est grâce à l'effort qu'ils ont fait les clubs. Parce qu'une fois que le futsal il a réussi à monter, maintenant c'est le moment de se professionnaliser, de passer un cap. Mais le travail précédent, c'était les clubs, les protagonistes, c'était sûr et certain. Après, si je peux me permettre, oui. Pardon. Quand je parle de ça, moi je parlais au niveau des joueurs. Les clubs, bien sûr, ils ont un énorme mérite parce qu'ils ont fait énormément de travail. Et si l'évolution de la sélection, c'est en grande partie aussi grâce au club. Mais moi, je te parle au niveau du joueur. Le joueur est un ambassadeur. Il doit être responsable. On ne peut pas demander des choses, que ce soit à l'équipe de France ou à nos clubs, si nous-mêmes, on ne se valorise pas, et on n'accepte pas n'importe quelle condition. C'est par rapport à ça. Parce que de manière générale, le joueur français, moi, je pointe du doigt, je n'ai pas peur, mais 80% n'ont pas de contrat. On fait ça. Donc, c'est un peu ça. En tant que joueur, il faut à un moment donné assumer, prendre ses responsabilités. Bon, moi, après, j'ai un certain âge, c'est peut-être plus facile. Je sais pas non plus mais il faut qu'on assume. Il faut être, je pense, plus solidaire. Mais je parle en tant que joueur. Ensuite, les clubs, les arbitres, les coachs, la fédération, chacun à son niveau, bien sûr. En tout cas, il y a un gros travail. Mais nous, les joueurs, on doit prendre nos responsabilités. Et il faut savoir aussi monter au Juste, et puis prendre les choses en main. Je peux juste intervenir par rapport. Je viens en complément de ce qu'a dit Pierre Abdé. Nous, en 3 ans, la qualité des joueurs, elle est incomparable. C'est-à-dire qu'un joueur U15 il y a 3 ans et un joueur U15 aujourd'hui qui sort aujourd'hui, qui se propose pour rentrer dans la structure Pôle France, c'est incomparable. Incomparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, le travail a été fait, ça veut dire que les gamins ont été accueillis, accompagnés plus tôt, évidemment plus tôt. Parce que si tu arrives à l'issue de U15 comme ça veut dire, là aujourd'hui, encore une fois, j'ai une liste de 15 joueurs, ils ont tous joué au futsal. Tous. Soit en double pratique, voilà, soit en spécifique, mais ils ont tous joué au futsal entre 1 et 4 séances semaine. Voilà, il y en a certains parmi vous ont eu ces jours-là. Donc le travail est fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on entend par professionnel? Être professionnel. Attention, moi, je demande à mes joueurs d'être professionnels, mais ils ne le sont pas. Par contre, c'est avoir un comportement. Cédric a un vrai comportement de professionnel. Excusez-moi, il cravache, il s'entraîne dur, il fait attention à son alimentation, il est professionnel. Pourtant, dans les faits, au niveau du statut, il ne l'est pas. D'accord? Et donc, nous, nos joueurs, par contre, certains joueurs, voudraient avoir le statut professionnel, mais sans avoir les contraintes qui vont avec. Et là, je me rejoins. Donc, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, quand on forme des joueurs, les joueurs que j'espère pouvoir faire sortir du pôle, et évidemment, l'ensemble des sélections nationales, U19, U21 et Pierre-Étienne, le millier, c'est ça, c'est se comporter en professionnel. C'est-à-dire avoir le comportement qui va avec, pas l'argent. Pas verser, évidemment, les deux. Nous, on est des immenses. Moi, je suis un très grand privilégié. Voilà. Donc, il faut être clair là-dessus. Je me comporte en professionnel. Et il faut que les joueurs aient ce comportement-là aussi. Voilà. Et le dernier point, troisième point, c'est la curiosité. Ce qui nous fera progresser, c'est continuer d'être curieux. C'est s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, à droite, voilà, dans différents pays, chez nous, être curieux, quoi, pour pouvoir avancer. Parce que si on n'avance pas, on sera rattrapé, ainsi de suite. Donc, c'est ces 3 choses sur lesquelles, moi, premier constat très positif par rapport à l'évolution des gamins. Deuxième constat, être pro. Oui, être pro. OK. Pas de problème, on signe. Voilà. Et le troisième, c'est continuer d'être curieux et passionné. Des côtés arbitres, Cédric, comment est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? Comment est-ce que tu penses qu'on peut développer ça? Alors, au niveau de l'arbitrage, je rejoins les 4 personnes qui ont parlé avant moi. On entend tous ce qui a été dit pour la structuration des clubs, la structuration des équipes, des joueurs, mais c'est également la même chose au niveau de l'arbitrage. Il y a eu une nette évolution de l'arbitrage ces dernières années. Même si on n'est pas professionnel, mais on doit avoir le comportement d'un arbitre professionnel. C'est énormément d'investissement, c'est énormément de… Alors, pour ma part, qui suis au niveau international, quand on part une semaine pour arbitrer, il faut pouvoir être disponible.
Il faut pouvoir se rendre disponible, mais toute la semaine, bah, c'est des sacrifices de s'entraîner, de partir parfois le vendredi soir ou rentrer le dimanche parce qu'on a un match. Moi qui suis de Paris à Toulon un samedi à 18h, ben voilà, il faut l'accepter. Alors, on a la chance, nous, d'avoir une rémunération d'arbitrage de la part de la fédération, mais c'est beaucoup d'investissement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le niveau a énormément évolué. Quand on voit au niveau international aujourd'hui, on a 4 arbitres français qui sont reconnus. Victor qui est au niveau catégorie 1, Julien catégorie 2 et Aurélien catégorie 3 sont reconnus. Voilà, les arbitres de la formation, Pascal Fritz, Romuald Bourgois, qui ont eux aussi été internationaux. Quand on a démarré dans l'arbitrage, je me souviens, il y avait encore des arbitres, on faisait du foot à 11 et du futsal. Aujourd'hui, les candidats qui viennent pour passer le concours, pour être à la fédération, ne font plus que du futsal. Donc, un peu comme les joueurs qui, il y a quelques années, faisaient du foot à 11 et du futsal, aujourd'hui, les arbitres ne font plus que du futsal. Et je pense aussi que, encore une fois, je me répète, mais les vidéos, les matchs télévisés, c'est un point positif pour progresser. Et donc, après, voilà, c'est de l'investissement personnel sur tous les niveaux. D'accord. Bah, c'est vrai qu'à mon avis, en Espagne, ça qui a relancé le futsal, c'est qu'on a commencé pouvoir les regarder à la télé. Donc, à l'époque, il avait une chaîne, c'était TV2, c'était la 2, c'était où on peut voir que les dokus sur les animaux sauvages et tout ça, ils sont mis là, les futsal, les gens, ils ont commencé à les voir sur une petite chaîne, mais ça vraiment, ça fait évoluer tout énormément. Les possibilités de voir des matchs de futsal, ça a approché le futsal à les gens, ça a ouvert les jeux à certains qui sont découverts un sport que c'était nouveau pour eux et que ça les aurait fait plaisir de les jouer. Donc, je pense que si on arriverait en France à les faire comme ils ont fait dans l'Euro avec l'équipe 21, si on arrive à mettre un match par semaine équipe 21 Ligue 1, ça serait énorme. Alberto, il y a ce projet-là, que tu saches, au niveau de la fédération. Donc, nous avons fait, on a créé, on va dire, un package avec donc les matchs de l'équipe A, la finale de la Coupe, et puis des matchs hebdomadaires de clubs, donc des affiches de D1. Et donc, c'est sur la table donc, de chaînes de télévision. Et donc, il y a de fortes chances que très rapidement, et peut-être dès la saison prochaine, on passe régulièrement à la télévision. Donc ça aussi, forcément, ça aidera nos clubs. Ouais, ça c'est nouveau pour moi, c'est une super nouvelle. Ça, c'est super. Comme Kevin il dit souvent, les futsal, c'est un produit, il faut les vendre. Il faut vendre les produits. Si on ne valorise pas les produits qu'on a, parce qu'une fois que les mondes ils vont découvrir les futsal, c'est la drogue, ils ne vont jamais quitter les futsal. On a l'avantage. C'est un sport spectaculaire, il y a beaucoup d'actions, il y a des dribbles, il y a des buts, il y a tout ça. Et c'est pour ça qu'on doit lancer des plateaux, la Fédé doit mettre en place des championnats comme vous êtes en train de faire dans les districts. C'est pour ça que, comme Kevin il dit, les joueurs ils doivent faire des trucs sur les réseaux sociaux. Et après, ça sera génial s'il y a un champ de télé qui passe les matchs tous les week-ends. Et plus, vous savez, Raphaël Reynaud, que c'est un très bon commentateur. C'est super, vous savez tous les ingrédients. Je crois qu'on arrivera à avoir établi bien les futsal en France les premiers jours qu'on puisse les regarder à la télé et qu'il ne faut pas expliquer les règles de jeu. Ça, ouais. les points de départ, c'est bien pour faire découvrir tous les gens. Franchement, c'est une super nouvelle. Et alors, Pierre, je voulais savoir aussi, pour connaître un peu mieux la fonction de sélectionneur, et que moi, je suis en train de découvrir aussi cette saison des côtés de l'Arabie Saoudite. Et comment planifiez-vous, comment faites-vous pour faire le suivi de tous les joueurs qui potentiellement pouvaient jouer dans l'équipe de France? Comment vous suivez si c'est
un travail de staff, comment vous le faites? En fait, on a une plateforme vidéo à laquelle ont accès également, bien sûr, les clubs. Et ça fait que j'ai tous les matchs, pour l'instant uniquement de la première division, ce qui me permet, avec mon staff, de suivre donc, tous les joueurs. Donc ça, c'est assez essentiel. Et nous avons aussi un suivi, évidemment, avec les joueurs qui, après chaque match, doivent nous faire un compte-rendu de leur minute de jeu, de leur éventuelle blessure, et puis et tout. Hein. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe comme ça. Mais il n'y a que moi, on va dire, qui vais sur les matchs. Dans mon staff, les autres membres du staff sont encore partagés entre le football et le futsal, et donc suivent les matchs à distance sur la plateforme vidéo. D'accord. C'est une autre des bonnes idées de développement de futsal. Parce que même moi qui ai réussi à avoir un peu les codes un peu de façon par amitié, on va dire, ça me fait plaisir de pouvoir regarder de loin cette année, que c'est un peu plus compliqué pour moi de les regarder. Je peux regarder aussi des matchs et c'est une bonne idée. On avait parlé de ça à la première formation. Et je pense que ce sont des choses qui enrichissent beaucoup le futsal en France. Et pour Cédric, on a surtout en Espagne maintenant, on a un débat sur comment les arbitres ils laissent les contacts physiques entre les joueurs dans le jeu. On dit qu'on a perdu les 1 contre 1, etc. parce que on laisse beaucoup plus joueurs avec les frappes, beaucoup plus de contacts physiques. Est-ce qu'on passe la balle et on veut ragner les dos de l'adversaire, on met les bras, ça Kevin le sait bien comment parce que c'est un peu le jeu physique qu'il aime, mais il y a ce débat de qu'on n'arrive pas ça c'est en question que c'est une consigne de la UEFA ou FIFA, ou c'est en question de l'évolution de futsal, ou comment vous le prenez? Est-ce qu'il y a un point commun pour tous les arbitres pour gérer ce type de situation, ou c'est un critère de l'arbitre de ces matchs? Il n'y a pas véritablement de demande de la part de l'UEFA ou de la fédération sur de siffler plus au niveau français ou moins au niveau UEFA. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des matchs amicaux de l'équipe de France ou les équipes, à l'époque Kremlin ou Toulon, qui revenaient de matchs internationaux et qui nous disaient les arbitres, vos collègues ont moins sifflé pendant notre tournoi. Après, j'ai envie de dire, c'est regardons un match de foot à 11 du championnat de France et regardons un match de Ligue des Champions, l'arbitrage va être aussi différent. C'est humain. Un Italien qui va arbitrer une équipe française ou un Espagnol qui va arbitrer une équipe russe, humainement, n'a pas le même historique. Donc, il n'y a pas véritablement de communication sur moins siffler ou plus siffler. Après, c'est indéniable. Au niveau international, on siffle moins parce qu'on laisse un peu plus jouer. Mais on est noté donc, au niveau championnat français et au niveau international. On est observé et noté donc, au niveau international sur tous les matchs. Donc, j'ose espérer que quand on fait une erreur, malheureusement, on est puni sur les notes qui nous permettent de progresser et de monter comme les équipes, de gagner et de passer un échelon. Un arbitre qui a une mauvaise note peut descendre d'une catégorie et je vous assure que ce n'est pas ce qu'il cherche à la base. Donc, on évite les erreurs, on essaye de prendre les meilleures décisions possibles. Après, c'est comme les coachs ou comme les joueurs en match sont dans leur match, l'arbitre est dans son match et c'est vrai que il essaye de prendre les meilleures décisions possibles, mais il n'y a pas de demande de l'UEFA ou de. On travaille beaucoup. Alors, on a travaillé. Il y a eu beaucoup de communication sur les blocs. Donc, c'est vrai que dans les lois du jeu, il n'y a pas le mot bloc, mais on essaie de travailler beaucoup sur phase de jeu, comme un peu les équipes le font. Donc, sur des vidéos, de regarder comment les équipes défendent
et de se dire à ce niveau-là, sur vidéo, ça se siffle ou ça ne se siffle pas. Après, en match, c'est un autre moment, mais on travaille sur clip et on essaye de le faire, de prendre des décisions que tout le monde comprend. C'est surtout ça l'important. Si on prend une décision, c'est la seule personne qui a vu une faute de main ou une faute, c'est l'arbitre. Personne ne le va comprendre. Donc, parfois, il vaut mieux laisser jouer si ça ne change pas la physionomie de l'action, du match. Cédric, tu es tout seul contre tous, là. Ah, mais je sais. Je sais. Mais non, mais c'est vrai que quand on est dans notre match, on se connaît, Pierre Jacqui, on se connaît depuis des années. Les joueurs, on les connaît, on les côtoie. On s'apprécie avant un match, après un match, on discute. Et c'est aussi pour nous de progresser, d'avoir le retour. Moi, j'ai pu discuter avec des joueurs sur des décisions que j'ai pu prendre et puis d'avoir le retour du joueur, de dire tiens, j'ai sifflé une main, mais est-ce que tu as réellement fait une main? Oui ou non. Donc, voilà, la conversation est ouverte. Après, c'est vrai que quand on est dans notre match, on oublie tout. Un coach, un joueur qui est dans son match, un arbitre, c'est la même chose. Abdessamad, on a deux caméras à toi. Ouais, excuse-moi. Voilà, Yakin. Donc, Raphaël, on voit un peu, j'ai eu le plaisir de connaître un peu comment vous travaillez dans les pôles de France à Lyon, avec tous les moyens techniques, tactiques, etc. Mais je voudrais aussi que tu expliques un peu aux gens comment vous faites, parce que c'est une âge, on va dire, il n'y a pas d'âge facile, mais c'est un âge un peu compliqué, un peu sensible, on va dire, l'âge des joueurs que vous avez en internat. Donc, comment vous faites l'accompagnement, soit scolaire que psychologique, de ce type de joueurs qui sont censés peut-être arriver dans le futur à l'équipe de France pour être des joueurs de haut niveau, mais comment on connaît tous des cas, peut-être que ça ne serait pas les cas, malheureusement, parce que tous, de la même façon qu'on ne peut pas tous accueillir, ils ne vont pas tous arriver. Donc, comment vous gérez ce type de situation avec des joueurs de cet âge assez jeune? Déjà, avec un petit peu de recul, on s'aperçoit que les joueurs parce qu'on part pour 3 saisons, quand tu prends un jeune, on s'engage avec le jeune, avec les parents, et on s'engage pour 3 saisons. Donc nous, on s'engage. Si on s'est trompé, on s'est trompé. C'est nous qui nous sommes trompés, et donc on va, quoi qu'il arrive, au bout de l'engagement. Ça, c'est le premier point. Par contre, si le jeune ne respecte pas l'engagement qui est le sien, qui est unique, l'engagement, c'est m'investir au quotidien. Le pôle France, quand je rentre, j'arrête de jouer au foot si je joue au foot, si je faisais les deux. Voilà, je fais que du futsal et je rentre dans un projet qui est un double projet. Et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est un projet sportif et c'est un projet scolaire. Voilà, c'est d'essayer de faire en sorte que les joueurs arrivent avec le double bagage. Le projet sportif, tout à l'heure, on parlait de professionnalisation, tout ça. Moi, je leur promets et je ne leur parle que de projet sportif, d'émotion sportive. D'accord ? C'est-à-dire que oui, en rentrant au Pôle France, on a plus de chances d'être international un jour, de vivre des grandes émotions, de vivre des grands matchs. Et il faut que le gamin il vienne avec cette idée-là. Donc, en fait, n'hésitez pas à me couper, les gars, parce que quand je suis parti surtout sur un truc comme ça. Donc en fait, le plus important, c'est le recrutement. C'est-à-dire que le recrutement est de bien percevoir la capacité de travail et d'investissement d'un jeune. Parce que le talent, beaucoup de joueurs ont du talent. Mais par contre, avoir le talent de s'entraîner 7 fois par semaine pendant 3 ans, ça c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà. Des joueurs très talentueux, mais qui ne vont pas au bout, malheureusement, on en a vu. Voilà. Et la plus grande garantie pour amener le projet au bout et d'avoir un joueur de haut niveau qui sorte, c'est la capacité de travail et d'investissement. Voilà. Donc,
peut-être autour de la table, il y a des gens, j'en vois un pile au milieu là. Kevin, ce n'était pas le meilleur au début, hein, mais c'est peut-être celui qui a le plus bossé. Hein. Voilà. Et bon, on connaît son parcours exceptionnel. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Et je pense que nous, après, une fois qu'on ne s'est pas trompé sur ce profil-là, l'accompagnement, on a le staff qui va avec. Hein, évidemment, on est des privilégiés, j'ai dit tout à l'heure. On a une psychologue hein, qui suit les jeunes. On a un préparateur physique. Voilà, j'ai un adjoint pour les gardiens de but. Il y a tout un staff qui est au service d'eux. Il y a un staff médical. Et donc, et puis le soutien scolaire, ils s'entraînent plus, mais donc ils sont aidés au niveau scolaire aussi, de manière à ce qu'on puisse les accompagner. Voilà, donc c'est tout ça que la fédération leur propose pour arriver le plus haut possible et pour en faire des joueurs fiables. Voilà, parce que tout à l'heure, Kevin a parlé de technique. Oui, le joueur français, il est inspiré. Il a des choses différentes des autres. Mais au niveau technique, est-ce qu'il a les deux pieds? Est-ce qu'il est capable d'être fiable en termes au niveau de la passe? Est-ce qu'il est capable de frapper des deux pieds? Est-ce qu'il est capable d'avoir les bonnes orientations d'épaule dont tu as parlé tout à l'heure avec? Ça, c'est non. Ça, c'est non. Donc, il est très inspiré, le joueur français, mais par contre, il a énormément de carences au niveau technique. Donc, ça demande énormément de travail et d'investissement et de douleur. C'est dur des fois. Donc, Abdesamad, j'ai une question pour toi. Maintenant, tu dis que tu te prépares aussi, je vais ouvrir ton micro, que tu prépares aussi tes diplômes pour préparer la suite en tant que coach. Et avec ça, avec toute l'expérience que tu as en tant que joueur, soit de l'équipe de France que de l'équipe qui tu as pu faire dans ta carrière, quel conseil donnerais-toi aux jeunes joueurs qui découvrent le futsal, qui aiment le futsal et qui veulent évoluer dans le futsal à plus haut niveau, on va dire? Moi, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Kevin et Raphaël. C'est de l'investissement, c'est beaucoup de travail. Et c'est de ne pas voir tout de suite, on va dire, le côté bling-bling, être visible sur Instagram ou sur Facebook ou toutes sortes de choses. C'est de se retrousser les manches et de travailler pour de vrai. Voilà, c'est d'être à l'heure à tous les entraînements, d'être en avance, travailler plus que les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Nous. En tout cas, moi, pour ma part, ça, je l'ai découvert grâce à des coéquipiers étrangers, mais aussi grâce à Kevin. Le fait d'être rigoureux à l'entraînement, le fait de. Ben, Rafa, il pourra vous dire, hein, j'étais peut-être pas le plus facile, enfin, le plus facile à entraîner, non, mais on va dire le plus gros travailleur. Mais voilà, c'est ça, je pense, c'est le fait de travailler beaucoup, 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 beaucoup. Et après, les résultats, ils viennent tout seuls. Donc, je pense que si je dois retenir une seule chose, ça serait le travail et l'investissement. Ça fait deux. Si je peux rajouter une autre chose, Rafa, c'est bon, comme il a dit Abdesamad, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Si on peut passer un message aux jeunes, c'est ça. S'il y a eu des résultats aussi à l'échelle de l'équipe de France, au niveau de la sélection nationale, c'est ça aussi. C'est parce que nous, notre propre comportement de certains joueurs, il a changé. C'est plus d'investissement, beaucoup plus de travail, de rigueur. Je pense que le coach pourra le dire aussi, mais c'est un réel changement de comportement. C'est pas que changer, que jouer avec des bons joueurs et tout. C'est vraiment notre propre comportement. On a appris, on a peut-être atteint une certaine maturité, on a beaucoup travaillé. Et le dernier conseil que je pourrais donner aux jeunes aussi, c'est, et puis j'en parle beaucoup sur les différents réseaux sociaux et je reçois pas mal de messages, c'est de ne pas se laisser avoir par le professionnalisme. Parce que comme à se former, à continuer à étudier pour avoir comme objectif, ben voilà, d'avoir une vie stable, d'avoir autre chose à côté. Parce que le futsal, malheureusement, c'est pas professionnel. On veut être professionnel, mais malheureusement, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment de se préparer, de faire quelque chose. Encore un petit souci, je pense, avec la ligne, Kevin. La frise, sûrement. Donc voilà. Vous m'écoutez là? Maintenant, peut-être. C'est bon, maintenant, oui. Je me suis emballé, ça y est, moi je suis Kevin, tu veux nous? Non. Non, juste
plus. Non, il faut qu'il change la connexion. Hein. Ah, bah, la connexion. Ça va là ou pas? Oui, maintenant ça va. Maintenant, ça va. À moins les sons, oui. Ah, ma connexion. Elle est pas- Coach, il faut investir sur sur du Bien réseau sûr, pour les c'est ça. joueurs là. J'ai retenu le message. Il faut lui demander ça à son nouvel club. Le mettre à les contrats. Bon, pendant que Kevin il essaie de résoudre son problème de connexion, je pense qu'il est là déjà. Kevin, tu es là, tu nous attends ou pas? Non. Ouais, je vous entends, je vous entends. Ok. Bon, en tout cas, je voudrais faire la dernière pour tous les intervenants et après, je te laisse finir, Alberto. La première, c'est pour Pierre Jacqui, parce qu'ils me sont demandé, ce n'est pas ma question. Et après, je vais faire la question pour tout le monde, parce que dans les webinaires de la FED, vous avez parlé des championnats nationaux féminins. Est-ce que vous savez déjà quelle forme il va avoir les championnats féminins, comment on va l'organiser? Et après, pour les autres, je voudrais vous demander aussi, je laisse répondre à Pierre, je voulais vous demander une question d'heure de futsal, parce que ça fait 1 heure et demie qu'on parle de futsal, et j'aimerais savoir aussi si est-ce que vous savez, si est-ce que vous êtes passionné d'une autre chose. Je sais pas, je lis cette semaine que Raphaël Reynaud, et il a mis les baskets, non? Il a commencé par les baskets. Ou, je sais pas, je sais que Kevin et Abdelhamad, ils vont dire la famille. Ou, je sais pas. Est-ce que vous avez des passions d'heures à côté de futsal? Parce que le futsal, c'est pas, on sait que c'est très important, mais je pense que c'est pas le plus important du monde. Je te laisse répondre sur les championnats féminins, Pierre. Et après, Oui. la parole à tous les autres pour savoir quelle passion vous avez. La fédération va mettre en place un challenge féminin. Donc, on voulait déjà cette année commencer par un mini challenge à partir de tous ceux qui avaient fait un championnat la saison précédente. Malheureusement, à cause du virus, on n'a pas pu le mener à bien. Mais l'année prochaine, donc, ce sera l'année déterminante du foot féminin, le vrai décollage, je veux dire, puisqu'on va mettre en place un challenge féminin donc, chez les seniors. Et je suis sûr, avec tout ce qui se passe en UNSS chez les filles, il y a plus de 30 000 filles qui jouent en UNSS. On a un vivier incroyable. Je pense qu'on a un bon coup à jouer également là-dedans, où on aura un petit peu moins de retard que chez les garçons, parce que chez les filles, les nations ne sont pas professionnelles et que les championnats d'Europe viennent juste de démarrer. Donc j'espère que pour 2023, là aussi, on aura une équipe de France et puis on sera très vite compétitif. Après, pour les autres, vous me racontez les passions, que ce soit confessable. S'il y a quelqu'un qui fume la chicha, il ne faut pas le dire. Planquez-la au moins. Non, mais tu l'as dit, je vais attaquer parce que tout le monde se regarde. Tu l'as dit, moi je suis un passionné de sport en règle générale. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'ai pratiqué longtemps le basket. Et le basket m'aide beaucoup dans la conception de mes séances et dans la connaissance du jeu. Voilà. Et donc, c'est vrai que de s'intéresser, je le conseille à tous les entraîneurs de s'intéresser à d'autres sports. C'est pour ça que quand je vois qu'on montre du doigt, enfin, qu'on essaye d'opposer le foot et le futsal, il y a tellement de choses que chaque sport peut apporter l'un à l'autre. Et surtout quand on est entraîneur, il faut se nourrir des différences. Voilà, moi, je me nourris beaucoup du hockey sur glace aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui me permettent d'apporter quelque chose de différent à mes séances et à ma façon de percevoir le futsal. Cédric? Pour ma part, je pratique aussi un petit peu le vélo. Alors, c'est un peu différent de l'arbitrage parce que dans l'arbitrage, on est à deux.
voire à 3 ou à 4 sur les matchs internationaux. Mais le vélo, je suis dans la je suis pas loin de la vallée de Chevreuse, donc c'est vrai qu'à partir des beaux jours, c'est un peu du dépassement de soi. Donc j'aime bien changer un petit peu que de parquet ou d'intérieur. Donc de prendre un peu l'air, ça fait parfois plaisir. Puis la course à pied, forcément, une drogue aussi. De faire marathon, les semis, des courses. Voilà. Il y a des sports en solitaire et ça se voit que tu Abdesamad. Donc, moi, en ce moment-là, je suis beaucoup sur le développement personnel. Donc, je regarde. D'ailleurs, il y a le reportage sur Michael Jordan là, sur Netflix qui est vraiment passionnant. Donc, je recommande à tout le monde et notamment aux jeunes d'aller le voir parce il est très inspirant. Donc, ouais, c'est plus du développement personnel, la confiance en soi. Et je suis sur ça en ce moment. Et puis sur le diplôme, hein, parce que voilà, les jurys ils vont pas nous louper d'après ce que j'ai entendu. Donc, je suis sur ces deux choses-là en ce moment. Kevin, toi? C'est bon, là, j'ai une bonne connexion ou pas? Ah oui, Voilà, oui. ouais. Ah, je suis passé sur le téléphone. Bah, moi, j'aime bien voyager. Comme dit Abdesamad aussi, là, bon, on a commencé peut-être un peu tard, mais on essaie de se former à côté aussi. Lui, avec la confiance en soi qui est primordiale au futsal, hein. Il faut avoir beaucoup de confiance. Et puis, j'aime bien aussi, là, je suis d'autres formations, comme j'ai dit avant, marketing digital, management, tout ça. Donc, c'est ça. Et puis, comme Cédric, hein, le dépassement de soi aussi, j'aime beaucoup courir, me faire mal, aller un peu dans l'extrême. Donc, non, toutes ces choses un peu. Et pour finir, les patrons, Pierre. Oh, moi, j'aime bien me changer les idées aussi. J'aime bien la musique, par exemple. Et puis, j'aime beaucoup lire. Lire la musique, ouais, je lis tous les soirs avant de me coucher. Ça, c'est régulier. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'évader pour mieux replonger dans le futsal le lendemain. Vous avez raison. Alors, il y a une question aussi, c'est une question un peu plus, on va dire, compliquée. Il y a un débat maintenant entre les clubs spécifiques futsal et les clubs de foot extérieur qui font une section futsal. Moi, j'ai mon avis que forcément, c'est assez différent de la plupart des avis que j'ai pu lire sur Facebook à ce sujet. Je voudrais aussi connaître votre avis sur ces clubs de foot qui entraînent dans les futsal et qui, comme ça arrivé en Rhône-Alpes et à l'OL qui est entré avec un privilège de sauter 3 catégories pour son entrée. Donc, je voudrais avoir un peu votre avis sur ces points. Je veux bien répondre là-dessus, hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un modèle pour l'instant et qu'il faut privilégier tous les modèles. Il y a de la place pour tout le monde, pour les clubs historiques, parce qu'ils ont une grosse expérience, pour les clubs, on va dire, qui veulent monter une section au niveau des clubs de foot qui montent une section, ça peut être intéressant également. Il y a des passerelles à trouver entre les deux. Et puis, je veux dire, voilà, il y a aussi éventuellement les clubs professionnels qui peuvent se servir du futsal à la base pour avoir de meilleurs joueurs de foot à l'entrée du centre de formation, mais également peut-être diversifier leur activité, poser davantage leur marque s'ils veulent lancer une section senior en futsal. Je crois qu'il y a vraiment tous les modèles possibles. On aurait vraiment tort la fédération de se couper d'un modèle parce que si on peut aller dans trois ou quatre styles différents, on sera 3 ou 4 fois plus fort, hein. Je pense que c'est, même s'il n'y a pas une position, voilà, c'est ma position à moi, hein, il n'y a pas une position fédérale. La fédération ne privilégie aucun des modèles, hein, et on accueille tout le monde à bras ouverts, hein. Cédric, tu as un avis sur ce sujet? Alors moi, je me posais une question, mais c'était plus, j'allais peut-être la retourner sur Raphaël. Tu es proche de la région lyonnaise, vers Clermont, et effectivement, par rapport à l'équipe de l'Olympique lyonnais dont Alberto parlait, je voulais savoir si, de ta proximité, tu avais eu des contacts avec des dirigeants, de savoir comment l'Olympique lyonnais, qui est une grosse structuration, comptait s'investir dans le futsal. Est-ce que tu avais eu des…
des informations avec les dirigeants, des contacts Des contacts, évidemment, puisque avant de monter quelques dossiers que ce soit, il y a un contact qui est pris avec les districts, les ligues, l'institution, quoi, hein, donc voilà. Après, la section futsal de l'Olympique Lyonnais, le coach on a eu la chance de le former, donc il a le futsal performance, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui vient prendre des informations. Moi, j'ai 2 joueurs pour l'instant qui sont joueurs dans cette structure. Force est de constater que pour l'instant, il y a une vraie volonté du club de se développer, d'aller de l'avant, mais d'y aller tranquillement, sereinement. Pour le moment, ils ne mettent pas énormément de moyens, mais il y a une vraie volonté d'aller dans la direction du futsal, et je pense qu'on peut que s'en féliciter. L'été dernier, j'étais, comme chaque année, en visite club. J'étais à Braga, un club omnisport. Personne ne se pose la question ou trouve dommage qu'il y ait un club de D1 à Braga et qu'il soit une section du club de foot, hein, du club omnisport. De la même façon, je ne pense pas que le Barça nuise au développement du futsal aujourd'hui, dans le monde et en Europe. Donc, évidemment, comme l'a dit Pierre, il n'y a pas qu'un seul modèle. Et puis, plus on aura de modèles forts comme cela, puis mieux le futsal se portera. Et c'est surtout pas un jour aux gens qui sont là. Il faut continuer. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Abdesamad. Voilà. Moi, je pense comme le coach, hein, de toute façon, je pense on est à un carrefour et il faut pour avancer que tous les clubs se structurent. Donc, je pense que des clubs comme l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il y a Valenciennes, il y en a quelques-uns qui ont une section futsal, ils vont faire que du bien à la discipline. Donc, moi, je ne comprends pas trop en fait le fait qu'on s'oppose à ce que ces équipes-là se lancent dans ce sport. Mais après, ce que je peux comprendre, c'est vrai que de ce que j'ai pu lire, on m'envoie des messages. L'Olympique Lyonnais a sauté 3 divisions. Déjà, je ne sais pas si c'est vrai. Et puis, si c'est vrai que peut-être que ça pose un petit problème éthique, mais il ne faut pas voir le négatif là-dedans, il faut voir le positif. Moi, je pense que l'Olympique Lyonnais, ça peut être une formidable locomotive pour le sport. Donc, moi, j'évoque du positif. Kevin. Voilà, moi je rejoins aussi ce que tout le monde a dit un peu avant. Après, moi, je trouve ça très bien même. Pourquoi se priver du savoir-faire, des structures, des clubs de D1 et en l'occurrence Lyon. Donc je pense que non, ça peut être que bénéfique à la discipline parce qu'ils ont un gros savoir-faire et en termes d'organisation et de structuration. Donc je pense que c'est très bien. Oui, je suis un peu aussi dans ce sens. J'ai travaillé les 2 dernières années avant de partir la région Rhône-Alpes, donc je connais un peu les territoires et où ils se débrouillent. C'est vrai que pour une question, on va dire éthique, c'est compliqué à gérer, mais je me pose la question, par exemple, quand j'étais à Dijon, si une équipe veut faire un nouveau club, il commence un DH parce qu'il n'y a rien d'autre. Là, on l'a fait déjà commencer en 2 catégories, je pense, en dessous. Alberto, ouais. en termes de médiatisation, puisqu'on parlait aussi de la médiatisation, moi j'ai eu la chance de jouer à la Lazio. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus vendeur de vendre un Lazio Naples que de vendre, enfin je ne dirais pas de nom, mais il faut dire la vérité aussi. Il faut dire que de vendre un Olympique Lyonnais contre, je ne sais pas, un Valenciennes ou un Lille ou un Clermont Foot, pourquoi pas, c'est plus vendeur aussi. Donc, moi, par ma propre expérience et ce que j'ai pu voir notamment en Italie à la Lazio, les télés, elles aiment ce genre d'affiches. Ça, c'est clair. Ça, si derrière, il y a un club de foot, il va attirer plus de personnes, il va faire structurer les sports. Mais après, c'est vrai que peut-être, moi, je me mets à la place de la Fédé. Si les Barça ou l'Olympique de Lyon, il me dit qu'il vont faire une section futsal, je vais les donner les moyens parce que je sais qu'il va répercuter pour les futsal. Et après, si je suis les dirigeants de l'OL, de l'Olympique de Lyon, la première chose que je vais faire, c'est chercher une équipe qui joue déjà en D2, en R1, et je vais me fusionner avec eux. Comme ça, j'évite toute la polémique.
Je ne sais pas pourquoi pourquoi pas ils le sont fait comme ça. J'imagine qu'ils sont des raisons. Je ne me mets pas à la place, je ne vais pas juger. Mais pour moi, c'est idéal. Les clubs de foot, ils doivent se mettre dedans de futsal. Et la Fédé, il doit s'en profiter de ça pour attirer la visibilité. Et après, il y a des façons et des façons. Peut-être que ce n'était pas la meilleure parce que maintenant, il a créé un précédent. Mais c'est vrai que l'objectif final, c'est super, mais peut-être que la façon de faire, il avait la possibilité, avec les moyens qu'il y a à Olympique Lyonnais, de faire une fusion avec une équipe de district rond, qu'il est en D2 ou en R1, pourquoi pas? Ça, c'est mon avis. Hein. Je veux pas, c'est pas la vérité, mais je comprends très bien que la Fédé, il a privilégié ça parce il faut pour développer les futsal. Je pense, à mon avis, qu'ils n'ont pas voulu absorber un club et lever tout à un club pour se remettre. Ils ont voulu recommencer à zéro, mais évidemment, si on doit faire 8 saisons pour se retrouver au niveau national, peut-être les clubs, il ne va pas être intéressé vraiment à un projet de si long terme, on va dire. Donc, à mon avis, c'est un peu ça. C'est des deux côtés, hein, la médiatisation, et des deux, on parle toujours de que les futsal français, il manque de structures solides au niveau des dirigeants, au niveau des clubs, de structuration des clubs. Donc ça peut faire en arrivée des clubs qui ont l'expérience depuis des années de se structurer à niveau foot. Moi, je connais un peu aussi Joël Fréchet, que c'est notre couple de club. Le peu que j'ai pu échanger avec lui, je pense que c'est une personne hyper correcte pour gérer ce type de projets. Donc, moi, je ne me doute pas que c'est un projet solide et que ce n'est pas une question de on a voulu faire un futsal pour 2 années, ça disparaîtra. C'est un truc bien structuré et que je pense qu'à bout d'un moment, je comprends aussi les petits clubs qui sont dans des catégories plus basses et qui pouvaient le trouver pas juste. Mais il faut voir aussi les potentiels des uns et des autres, voir qu'est-ce qu'on veut tous pour l'évolution du futsal. Après, si je peux me permettre, moi, j'ai été voir le premier match de la Coupe du Monde, France-Corée du Sud au Parc des Princes, le match féminin. Le stade était plein. Et il y a une dizaine d'années, personne n'allait voir l'équipe de France féminine. Et on sait très bien que Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, ils y sont pour beaucoup. Donc, moi, je pense que le modèle, en plus, on a un exemple du modèle qui marche. Moi, je trouve qu'il ne faut pas se gêner, il faut foncer. Donc, on a une question pour Kevin. Je l'ai faire avant quand il a eu ce petit problème, maintenant tout a changé. Et toi, qui étais depuis longtemps en équipe de France, comment tu vois l'évolution depuis ton premier appel en équipe de France maintenant et qu'est-ce que tu penses que ça manque pour être une équipe en mode fixe dans les Euros et dans les Coupes du Monde? Ah, je ne suis pas le plus ancien. Hein. Abdessamad est plus ancien que moi en équipe de France. Hein. L'évolution, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Au niveau du comportement des joueurs, de la rigueur, de la concentration, même si parfois on doit travailler un peu plus là-dessus, je pense, et on travaille. Hein. D'ailleurs, le coach fait pas mal d'exercices focalisés sur la concentration et tout ça aux entraînements. Ensuite, c'est une question qui revient souvent. Hein. C'est pourquoi on n'est pas encore dans ces compétitions. Je pense qu'on n'est pas loin, du tout, et je pense qu'on peut être compétitif contre n'importe quelle équipe. Après, voilà, un championnat, comme l'a dit le coach avant, un championnat on joue pas des matchs internationaux tous les week-ends, on va dire. Ensuite, quelques petits détails. Je pense qu'il nous manque juste ces petits détails. Pour être régulier, pour pouvoir être compétitif sur 3-4 jours. Sur un match, je pense qu'on peut l'être. Après, sur 3-4 jours, on l'a pu voir dernièrement pour les qualifications à la Coupe du Monde. Là, peut-être qu'on n'est pas tous arrivés dans les meilleures conditions aussi. C'est peut-être dû au championnat, peut-être dû aux choses qui se passaient à côté dans les clubs. Mais c'est ça, c'est des petits détails. On a la qualité, mais voilà, il nous manque ce petit détail. Et je suis sûr que d'ici peu, avec l'avenue des coachs étrangers, notamment à Access, les joueurs vont progresser et les autres clubs vont suivre, j'en suis persuadé.
Je ne sais pas si Rafa, il y a encore des questions, sinon je finirai avec. Je te laisse finir. J'ai la Non, dernière. c'est une dernière question pour tous. D'accord, mais c'est un peu aussi, on a commencé aussi avec la vision globale de la situation actuelle. On finit aussi un peu de la même façon. Je voudrais savoir d'un côté, qu'est-ce que vous avez appris de ces situations de confinement, que c'était vraiment différent pour tous. Et que ça va être quoi votre première chose à faire, les choses que vous manquez le plus une fois que que les confinements soient finis et qu'on pourra faire une vie, on va dire, normale. Donc, Pierre, si tu veux commencer. Je commence. C'est vrai que quand on est confiné chez soi, même si on avait quand même pas mal de boulot pour rester en contact avec tout le monde, et puis aussi de repenser la fin de saison, repenser sans cesse les calendriers avec la prolongation du confinement, puis maintenant le déconfinement. Ça se fait on se pose des questions un petit peu sur la ville, sur ce qui est important, et puis voilà, ce qui compte vraiment. Et c'est vrai que le fait de reprendre du terrain, du futsal, dans ces moments-là, qu'on n'a finalement jamais eu, ça montre l'intérêt du sport en tant que défouloir, et puis ouais, tout ce qu'il y a autour, quoi, hein, que ce soit pour la santé physique ou mentale. Et on se rend compte souvent quand quelque chose nous manque, qu'on pèse vraiment son importance. En tout cas, là, ça a été le cas. Hein. Je ne sais pas, je suppose que c'est pareil pour les collègues. Eric. La famille et les amis nous manquent, même si on s'est fait parfois des visios comme on le fait actuellement. Mais voilà, c'est de voir un petit peu du monde et ça va le déconfinement va nous permettre un petit peu de changer d'air. Et puis, moi, j'ai une pensée aussi pour les collègues. Cette année, comme pour les équipes, il y a eu un classement un peu arrêté au mois de mars. Comme je le précisais tout à l'heure, on est observé chaque année et tout le monde n'a pas eu toutes les observations qu'on aurait dû ou qu'on aurait pu avoir. Mais malgré cela, on va avoir un classement d'ici la fin du mois de mai. Donc, on aura malheureusement, on a des collègues qui vont descendre de catégorie, donc que ce soit de la D1 à la D2 ou de la D2 au niveau régional. On a des joies de collègues arbitres candidats qui vont passer arbitre fédéral 2 et des fédéraux 2 qui vont monter en D1 l'année prochaine. Donc, c'est toujours une joie pour les montées, mais c'est toujours une tristesse pour l'annonce des descentes. Donc, j'ai une petite pensée pour les collègues qui apprendront d'ici la fin du mois, malheureusement, une mauvaise nouvelle. Mais voilà, il faut rebondir sur ça et puis aller de l'avant et repartir sur une nouvelle saison l'année prochaine. Donc toi, tu descends pas, c'est sûr là. Il est champion lui. Il n'y a jamais rien n'est écrit. Après ce que tu as dit, après ce que tu as dit. J'espère ne pas descendre. Okay. Raphaël. Ouais, moi, le point positif, le point positif du confinement, c'est la famille. Hein. C'est quelque part un peu l'élément qu'on délaisse un petit peu assez régulièrement, malheureusement, depuis pas mal de temps, quand on est un passionné. Hein, vous l'avez compris, et vous êtes tous dans ce cas-là. Donc retrouver la famille et puis se réhabituer à la famille, ça n'a pas été simple non plus. Voilà, puis le gros manque, c'est la famille, mais l'autre famille, la famille des joueurs, les enfants du futsal, les U19, le pôle, le staff U19, le staff du pôle. Voilà, vraiment, ça, c'est pas entraîné. Terrible. Voilà, c'est un vrai manque et il me manque beaucoup. Je les embrasse. Il y en a qui regardent, je les embrasse très, très chaleureusement. Ouais, je vais pas faire du neuf. Hein. On va profiter de la famille. Nous, on est dans un mois qui est béni pour nous, donc on va en profiter pour aller faire la rupture du jeûne avec les parents, avec la famille. Et puis, on prépare aussi l'année prochaine. Moi, je m'occupe des U18 à Access, donc je prépare mon recrutement, entre guillemets. On va lancer
On va essayer de caser des dates pour les détections, etc. Et également de l'école de foot. Voilà, finir, pourquoi pas essayer d'organiser une petite fête par petits groupes avec les enfants pour qu'ils puissent se voir au moins une dernière fois avant d'aller en vacances. Et puis voilà, et on va continuer de profiter de la famille, se maintenir en forme. Et puis voilà. Voilà, bah, comme tout le monde a dit, hein, c'est ça. Hein. Moi, je ne peux pas être chez moi, je n'ai pas pu rentrer encore. Je vais rentrer, je pense, la semaine prochaine chez mes parents. Mais c'est ça, en fait, ce confinement, de valoriser plus les choses simples qu'on délaissait un peu au quotidien. Et puis voilà, le futsal me manque. De mettre des gros tacles à l'entraînement à Abdessamad, ça me manque aussi. Ah ouais, Donc, ça me manque pas, moi, ça. Ça me manque pas. Donc, ouais, voilà. En tout cas, on va en profiter maintenant pour rentrer. Enfin, moi, personnellement, je vais profiter pour rentrer chez mes parents la semaine prochaine. Donc, voilà. D'accord. De mon côté, c'est tout. Je ne sais pas si Cédric, il avait aussi des questions. J'en avais une, je l'ai posée à Raphaël. D'accord. Bon, de mon côté, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour répondre pour répondre à toutes les questions qu'on a fait. Franchement, c'était hyper gentil et c'était un vrai plaisir. Je remercie aussi les 126 personnes que je vois un point maximal sur YouTube de nous avoir regardé et les 104 qui restent encore présents. Toutes les personnes qui ont participé aussi dans les chats. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions que j'ai eues. Donc, il n'y a rien de personnel. Simplement, on a essayé de choisir un peu les meilleures questions, les plus pertinentes et aussi faire un peu qu'on puisse voir comment, dans les différents acteurs du futsal français, on vit ces situations, on vit le futsal, on vit le développement du futsal français. Voilà, merci à tous. Merci Rafa, encore une fois. Et si vous voulez ajouter quelque chose, non, comme tu as dit, moi, je veux remercier quand même tous les acteurs du futsal qui, tout au long de l'année, que ce soit les gens dans les clubs, dans les districts, dans les ligues, enfin tous ceux qui contribuent parce qu'on est quand même une grande famille et on a besoin de tous pour progresser. Donc, voilà, bonjour encore une fois et merci à tous. Moi, je voudrais aussi remercier à tous les 5 ils ont été toujours prêts à participer. Et à toi, Alberto, pour l'initiative, à tous les 126 passionnés qui sont là. Et on a oublié de demander à Kevin et son prochaine équipe, mais vous inquiétez pas, on va le dévoiler. Moi-même, je ne le sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Donc. C'est pour ça qu'on ne t'a pas demandé, mais ne vous inquiétez pas que la prochaine séance, on va le dire. Promis. Merci les gars, merci pour tous. Pour l'invitation. On a passé ensemble. Merci. Je vous rappelle avant de partir que les prochains samedis 16 mai, il y aura encore une formation, ça sera une formation classique comme on avait fait tous les autres, avec moi d'abord qui parlerai de la défense en son et Fabrice Cacugnol et Pascal Ponsard qui nous expliqueront un peu son programme coach futsal et comment l'outil il peut servir au coach. D'accord? Et sinon, pour ma part, c'est tout. Merci beaucoup encore. Et restez forts. Demain, ça commence un peu le déconfinement, donc on est plus proche. Attention à vous, attention à vos proches. Doucement quand même. Hein, doucement. Merci beaucoup. Attention.